Pour commenter les actualités françaises puis américaines, nous sommes avec Raymond Ruffin, auteur d'un livre sur la résistance normande et jour J. Je dis bien la résistance normande, car assourdi par l'extraordinaire et fantastique événement qu'est le 6 juin, le débarquement des Anglais, des Américains, des Canadiens, etc., on n'a pas su vraiment quelle a été l'action de la résistance en Normandie, même si on connaît l'action de la résistance au Vercors, au Montmouchet ou ailleurs en France. Et c'est toute justice que grâce à vous aujourd'hui, on puisse l'évoquer. D'autant plus que des massacres, il n'y en a pas eu qu'à Oradour, il y en a eu aussi à Caen, et vous avez été celui qui a analysé le mieux cette dramatique histoire. Oui, le 6 juin, à Caen, devant la panique du débarquement, la Gestapo a fait sortir de la prison 85 ou peut-être même plus de patriotes qui étaient emprisonnés et dans des conditions assez horribles, en plusieurs vagues, les a exécutés dans les cours de la prison. D'ailleurs, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. C'est un événement qui a été peu connu de l'historiographie. Non, peu connu, comme est peu connue l'histoire de la résistance normande à travers le débarquement et les préliminaires du débarquement. Eh bien, grâce à votre intervention, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Au reste, dans les actualités françaises qu'on va voir, quelques scènes du débarquement qu'on a déjà vues réapparaissent et nous aideront à mieux saisir l'ensemble de la situation. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Durant les premiers jours, plus de 50 navires de transport et des navires spéciaux devaient être envoyés par le fond. Ici, à l'embouchure de l'Orne, on voit nettement les bateaux de débarquement et on distingue les formations qui sont parvenues à gagner la rive. Dans la baie de la Seine également, les troupes britanniques tentent de prendre pied. Mais les Allemands ont empêché les Anglais d'établir ici une tête de pont et les embarcations ont été jetées à la côte. À l'horizon, la flotte de débarquement. Devant Caen, des chars allemands d'un modèle nouveau se portent au devant des adversaires qui maintiennent et élargissent leur tête de pont en sacrifiant des dizaines de milliers d'hommes. Parallèlement à l'action menée par les unités débarquées, de nombreuses divisions de parachutistes ainsi que des troupes aéroportées lancées au moyen de planeurs atterrissent derrière les lignes allemandes. Dans les champs, dans les bois, des carcasses de planeurs abattus. Ceux-ci ont atterri dans un champ de mines. En 3 jours, 1300 planeurs étaient détruits. Tout avait été minutieusement préparé pour la vaste opération. Les planeurs pouvaient transporter plus de 60 hommes. D'autres transportaient des éléments motorisés légers.
jours après le débarquement, la plupart des troupes aéroportées et les parachutistes sont mis hors de combat. Les cartes sont imprimées sur toile. Pendant ce temps, dans le ciel, les escadrilles de la Royal Air Force et de la Luftwaffe se livrent un duel sans merci. Raymond Ruffin, quand on a vu la semaine dernière ce débarquement avec cette flotte immense, qu'on voit maintenant ces batailles aériennes, on se dit mais qu'est-ce qu'a donc pu faire la résistance normande? Oui, la résistance normande est intervenue suivant les 5 plans de Londres, en coupant les communications téléphoniques, en coupant l'énergie électrique, en commençant les actions sur les lignes de chemin de fer qui avaient déjà existé les semaines précédentes et en mettant en application le plan rouge qui consistait à empêcher la montée des guérillas et commencer la guérilla à empêcher la montée des renforts allemands et en isolant les divisions allemandes, et notamment le 4e corps à Saint-Lô qui s'est trouvé complètement isolé dans la nuit du 5 au 6. Plus de liaison avec ses points d'appui. D'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le commandement américain, après-guerre, 2 ou 3 ans après-guerre, a rendu hommage à cette résistance en Normandie. Et qu'en France, au fond, on y a peu fait écho. Ça a été un peu effacé par le temps. Oui, par la démesure de l'événement. Voilà. La résistance normande a été complètement occultée par la démesure de l'événement. Et très curieusement, en France, les historiens ne s'en sont pas guère préoccupés. Dans le cadre du débarquement, on citait tout sauf la résistance. Alors ce sont les Américains qui, effectivement, les premiers, d'abord par les généraux, Eisenhower, Bradley, Collins, etc., ont commencé à faire état dans leurs discours, dans leurs déclarations après-guerre, du rôle de la résistance, de ce qu'elle leur avait apporté. Et puis après, on va avoir les déclarations même des généraux allemands dans leurs souvenirs, dans leurs mémoires. Stumpfwasser, d'autres, Blumentritt, vont en parler et vont faire état des difficultés qu'ils ont éprouvées pour faire monter leurs renforts, notamment sur les lignes de front. Caen et sa banlieue sous les bombes anglo-américaines. La terre de France est redevenue un champ de bataille, et quel champ de bataille! À Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Derrière les lignes, le calvaire de la France a commencé. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi. La ville n'est plus qu'un nom géographique. 16 000 habitants, 12 000 sinistrés, près de 3 000 morts. Ici, un pensionnat où 14 jeunes filles sont ensevelies. Dans des grottes vivent les rescapés. Durant des jours, le Secours national a dû nourrir la totalité des habitants, car notre pays possède encore des hommes qui savent donner toute leur activité, toute leur âme au service des Français malheureux.
Après Lisieux, après Saint-Lô, après Vire, Évreux a terriblement souffert. Dans chaque camp, les combattants connaîtront sans doute des fortunes diverses, mais hélas, les Français ne connaîtront, eux, que des deuils et de nouvelles souffrances. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduiraient votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile. Cependant, sans relâche, les divisions allemandes blindées montent en ligne. La bataille se développe à travers la campagne normande. Ici, hélas, il n'y aura pas de récolte. En une semaine, 400 tanks anglo-américains ont été mis hors de combat. Protégés par l'artillerie lourde de leurs cuirassés, les assaillants, après 12 jours de combats meurtriers, sont parvenus à s'établir sur une bande de terrain longue de 100 km. Et toujours, partout, implacablement, en regardant ces images de bataille, nous retrouvons le martyre d'une de nos plus riches provinces. Les combattants vont se battre pour ces champs brûlés, pour ces pans de murs, pour ces villages français 10 fois pris et repris. Après des mois et des mois de bombardements terroristes, notre pays connaît à nouveau ce drame atroce, la guerre. La guerre sur notre sol, la guerre et son abominable cortège de ruines, de désolation et de mort. Raymond Ruffin, ces bombardements en Normandie, où bien des villes sont rasées dans le reste du pays, avaient pour but de désorganiser, bien sûr, la défense allemande. Mais est-ce que les résistants n'ont pas eux-mêmes été victimes de ces bombardements? Et comment ont-ils pu réagir à cela? Mais dire qu'ils n'ont pas été victimes, ils ont été comme la population, pour certains, victimes. Mais l'essentiel de l'action de la résistance s'est déroulé en 2 temps. Un premier temps, on peut prendre 2 exemples. On peut prendre par exemple Saint-Lô, où les groupes d'action PTT ont, de la nuit du 5 au 6, complètement démantibulé le système des centraux allemands. Et en plus, ils ont coupé les lignes souterraines à grande distance. Bon, ça, c'est dans la nuit du 5 au 6, c'est avant le bombardement de Saint-Lô. Bon. On peut prendre un autre exemple qui est celui de Rouen, où là, en ville, l'action, effectivement, n'a pas été possible au niveau de ce qui était prévu pour faire sauter les centraux. Mais par contre, dans les campagnes où passaient les câbles, que ce soit les câbles aériens ou les câbles souterrains, la résistance est intervenue suivant des plans qui avaient été établis à l'avance et elle a sectionné les câbles, elle a plastiqué les câbles, elle a détruit les lignes aériennes à ce moment-là. Donc son intervention a été quand même du résultat identique à celui qu'il aurait été en s'attaquant à la base. Oui, c'est-à-dire que cette action dans les campagnes, au fond, était presque plus efficace que certains bombardements. Oui, plus efficace que les bombardements à coup sûr, parce qu'on allait chercher là l'objectif directement. On n'avait pas besoin d'arroser autour. Voilà. Lyon enterre ses morts. Vision hallucinante, devant la cathédrale Saint-Jean, près de 500 cercueils sont alignés en interminables rangs. 500 corps, et ce n'est là que la moitié à peine de l'abominable tuerie. Plus de 1000 Lyonnais ont en effet été tués par les torpilles anglo-américaines. Tandis que Lyon pleure ses morts, la France continue son martyre. La France brûle. Cette fois, c'est à Marseille. Les rues de la vieille cité phocéenne, où la vie semblait insouciante, Marseille, porte de l'Orient, connaît à son tour les entonnoirs des bombes, les maisons écroulées, les cris des blessés, les morts que l'on pleure. « 1200
250 morts, 21 000 sans-abri, tel est le bilan. Le Vieux-Port. L'Opéra municipal. La Canebière vers l'église des Réformés. Certes, à Mantes, le pont est atteint, mais la petite ville est anéantie, un désert de ruines. Plus de 600 immeubles de cette cité de 20 000 âmes sont détruits. Depuis 2 mois, des femmes, des enfants de chez nous meurent par milliers. Notre patrimoine a plus souffert en ces 2 mois qu'en une année de guerre. En voyant ce qui reste de Mantes, on imagine la violence de l'ouragan de fer et de feu qui s'abattit sur la ville et ses habitants. Et voilà Rouen où l'incendie fait rage, aggravé par un vent violent. Rouen qui a connu 9 bombardements en 10 jours. Les pompiers de la cité ont dû faire appel aux troupes d'occupation, aux pompiers de nombreuses villes et entre autres à ceux de Paris. Mais hélas, l'héroïsme de ces derniers a eu sa rançon. 5 sont morts. Les dégâts sont immenses. La ville-musée est devenue une gigantesque ruine, dominée par la silhouette de la cathédrale qui brûla comme une torche. Ce qui reste de l'église Saint-Vincent. Dans la cathédrale, splendeur de l'art gothique, la voûte s'est écroulée. De la vieille tour de Saint-Romain, il ne reste plus que les pans de murs. Détruites les vieilles maisons, dont les façades, il y a 5 siècles, virent passer la charrette entourée de 500 hommes d'armes, armés de lances, la charrette qui menait Jeanne au bûcher. Raymond Ruffin, vous nous avez parlé de l'action des résistants en Normandie, mais j'aimerais savoir un peu d'abord qui étaient ces résistants. Alors, les résistants, c'était, si vous voulez, cette petite portion de population, environ 5% d'après les statistiques, disons, quasi officielles. Des gens qui étaient un petit peu plus hardis que les autres, un peu plus téméraires, et puis qui avaient peut-être un peu plus de conscience nationale. Il y en a eu dans tous les départements, mais enfin, en Normandie, c'était plus particulier du fait de la position de la Normandie, qui s'est trouvée tout de suite au cœur de l'événement. Et une grande partie des résistants, qui étaient plutôt des résistants statiques, se sont transformés immédiatement, dans le cadre du débarquement et puis plus tard de la bataille, en résistants efficaces et en résistants d'action. Dans quelle profession surtout c'était? Est-ce qu'on peut le savoir? Oh, on a des statistiques un peu floues, un peu comme partout, mais enfin bon, on peut considérer que l'essentiel venait des classes laborieuses. Plus particulièrement, c'est par exemple dans les compagnies FTP où on trouve le plus d'ouvriers, les francs-tireurs et partisans, on trouve le plus d'ouvriers, on trouve le plus d'employés. Par contre, dans les encadrements, on trouve des anciens officiers de réserve qui ont des professions libérales, vétérinaires, docteurs, avocats, huissiers, etc., qui forment en général l'encadrement parce qu'ils ont une formation militaire que les autres n'ont pas. Et ce sont eux qui vont former ça. Mais dans les troupes générales, qu'on peut appeler troupes de résistance, oui, on trouve, si vous voulez, un échantillonnage à peu près total de la population. Mais avant d'être des troupes, car ce sont devenus des troupes dans ce coin-là, qu'à partir, en gros, du moment où l'ordre d'insurrection a été donné. Sauf pour les maquis. Sauf pour les maquis, oui. Les résistants qui faisaient du renseignement, par exemple, qui étaient-ce? Les renseignements, alors là, c'est assez particulier, parce que pour faire du renseignement, il fallait déjà être en position pour le faire. Bon, alors on trouve, par exemple, sur les côtes du Calvados, qui sont directement concernées, on va trouver beaucoup de pêcheurs qui vont en mer et qui relèvent les axes de batterie, qui relèvent les axes de tir, etc. Bon, on va trouver des professions, des cultivateurs de bordure du littoral, qui voient les batteries, qui voient les déplacements, qui voient comment l'organisation de défense allemande se forme. Et ce n'est qu'un amoncellement de petits faits qui sont rassemblés, collationnés par des représentants des formations résistantes qui les répercutent sur les transmissions sur Londres. C'est un faisceau. Voilà. Mais ça fait plus que 5%, ça, alors?
Non, mais ça fait 5%. Faut se rendre compte que si vous avez on prend un exemple à Port-en-Bessin, il y avait un pêcheur. Il y en avait peut-être d'autres, mais il y en a un qui est très connu, c'était Tomine, et qui envoyait à Londres des quantités de renseignements sur la position des batteries qui étaient auprès de lui. Bon, mais il y en a sûrement d'autres. Mais vous savez, 5%, c'est quand même peu, pas beaucoup dans une population. Bien et vous avez 100 personnes, vous en prenez 5, ça fait déjà un nombre qui représente quelque chose pour de la recherche de renseignements. D'autant qu'il y a des risques. D'autant qu'il y a beaucoup de... Les risques sont mortels à chaque fois. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser. La résistance est devenue... Enfin, il y avait des maquis déjà qui existaient, mais elle est devenue une résistance armée le 6 juin, à la suite des appels venus de Londres, qu'on a interprétés d'une façon ou d'une autre, selon la façon dont on l'entendait. Et puis voilà que le 10 juin, un ordre de Koenig dit de freiner la résistance, de faire une pause. Comment ça s'est passé en Normandie? Comment ça a été accueilli, cet ordre de Koenig que tout le monde n'a pas entendu d'ailleurs? Non, ça a été très mal accueilli. Oui. Ça a été très mal accueilli. Pourquoi le Koenig lançait-il cet ordre? Simplement parce qu'il y avait un piétinement dans les têtes de pont et qu'il semblait, vu de Londres, qu'on allait engager pour rien des formations résistantes sur les arrières et que ça ne pouvait servir qu'à amener des risques supplémentaires. C'était évidemment un raisonnement tout à fait logique. Mais seulement pour des gens qui étaient sur le terrain, qui avaient commencé depuis plusieurs jours l'action vraiment de guérilla, leur dire d'un seul coup, stop, on arrête, on ne fait plus rien, on attend, ça paraissait invraisemblable. Oui. D'autant que tous ces gens-là attendaient tous les jours les parachutages promis de Londres, qui en définitive n'arrivaient pas ou arrivaient peu. Alors c'était vraiment une situation désastreuse à l'arrière que de leur imposer en plus de rester l'arme au pied. Bien sûr. D'ailleurs, pratiquement aucun l'ont respecté. Tout le monde est resté en situation... Tout le monde est resté en situation... semi-insurrectionnelle. Il y a eu la continuité des attaques envers les convois, il y a eu la continuité des abattages d'arbres pour barrer les routes aux troupes, puisqu'il n'y avait pas d'antichars, il fallait bien essayer d'arrêter les blindés d'une façon ou d'une autre. Ça permettait 2 heures bloquées à un barrage sur une route, ça permettait aux avions américains et anglais de venir mitrailler et bombarder les troupes arrêtées. Bon, ça, c'est évident que c'est une confusion dans le cadre de la bataille qui aurait pu être évitée. Eh bien, on va voir d'autres aspects de cette guerre, d'abord en passant aux actualités américaines, qui nous emmèneront en Italie, mais nous reviendrons en France sans doute. Times Square, New York. America launches a great fifth war loan offensive for a record $16 billion. A giant cash register records the daily bond sales for New York State, and the first day's buyers responding to the great invasion news establish an $18 million beachhead on the city's $4 billion objective. In Washington, Mrs. Charles Clark, mother of the Fifth Army General, buys a Fifth War Loan bond and dedicates it to her fighting son, General Mark Clark. Back in New York, a stirring Fifth War Loan parade up Fifth Avenue. Today, the eyes of the whole world are on our armed forces. As they dig in on the French coast, we must and will dig down for that extra bond. Then in Central Park, real evidence of where our money goes. A big gun, $20,000. Anti-tank gun, $6,000. Heavy machine gun, $1,200. And from the White House, President Roosevelt with a message to the American people. There is a direct connection between the bonds that you have bought and the stream of men and equipment now rushing over the English Channel for the liberation of Europe. There is a direct connection between your war bonds and every part of this global war today. The liberation forces that are now streaming across the Channel and up the beaches and down through the fields and the forests of France are using thousands and thousands of planes and ships and tanks and heavy guns. They are carrying with them many thousands of items needed for that dangerous, stupendous undertaking. And today there is a shortage of nothing. And everyone who bought a war bond helped, and helped mightily. And so I urge all Americans to buy war bonds without stint. Swell the mighty chorus to bring us nearer
to victory. Raymond Ruffin, ce discours de Roosevelt est quand même assez significatif de l'esprit de la civilisation américaine. Après l'annonce du débarquement, il demande de l'argent. On imagine mal De Gaulle faisant un discours à Bayeux et à la fin disant « Souscrivez, messieurs, souscrivez ». Aux États-Unis, l'argent est quelque chose qui entre dans tous les actes de la vie, y compris le patriotisme. Last hours before the fall of Rome and first pictures of the Fifth Army's invincible advance on the suburbs of the Eternal City. But inside Rome, captured German films show American prisoners lost in our 15-mile-a-day drive of the fascist capital. American prisoners cheered by thoughts of early liberation by their advancing comrades. Outside Rome, the other side of the picture. German prisoners, 20,000 of them captured since our offensive started. Germans who are not cheered by thoughts of their retreating comrades. Germans who have seen Kesselring's armies disintegrate. On the road to Rome, Route 6, wreckage everywhere. And human wreckage. Nazi dead and one who is dying now. Ahead in Rome, fires lick at the heels of the hastily departing enemy. Great news for General Mark Clark. And here in the very zone of battle, a strange wedding party. For this happy Italian couple, war can wait. They won't. And as General Clark drives off, another happy ending. A German shell misses him by inches. And the bridal party returns in a shower of bullets instead of rice. Up the road to Rome, the Yanks press on, the pursuers pursued by a truckload of beer. But don't get the idea war is all beer and Skittles. They'll tell you it's beer and battles. Now John Dored and Lou Cass, ace Paramount News cameraman, film our actual entry into Rome along with Army Signal Corps and Navy units. This is the sacra in the solar plexus of fascist Italy, the fall of the first Axis capital. It's enthusiasm and then wild ecstasy from the liberated Romans who have lived 22 years under Mussolini's yoke. And it's a Roman holiday for American troops too, proud of their historic role. Rome is taken, 95% intact, as these air views show. We bombed only military points, and we bombed accurately. Inside Rome, frenzied excitement, a near tragedy as someone throws a grenade at the hated fascist police headquarters. An Italian civilian sees Nazi soldiers in hiding. For this fascist, nothing but the people's murderous hate. Nazi posters depicting Americans as brutes. A Russian salute appears openly. At the Piazza Venezia, a gay moment when Sergeant John Vita of Brooklyn mounts the balcony where Mussolini used to strut and imitates the sawdust Caesar. The crowd practically votes him the Academy Award for the best performance of the year. The triumphant entrance into Rome of General Clark. Crowds swarm around him, thrilled after all these years over the democratic privilege of shaking hands with a leader. Raymond Ruffin, on s'est arrêté sur cette image parce que si vous regardez, il y a le chauffeur, Clark, et derrière, le général Juin avec son képi qu'on reconnaît bien. Alors, d'abord, les Américains ne le mentionnent pas dans leurs commentaires, mais Clark, qui peut rendre hommage aux Français et à leur rôle pendant la bataille d'Italie et la conquête de Rome, la reprise de Rome, a voulu qu'il soit dans sa voiture. Il fallait le rappeler. Quelques plans plus tard, on va voir un document intéressant pris par les Américains. C'est le pape, avec la foule romaine, mais les Américains n'étaient pas obligés de montrer le pape. Ils le montrent pourquoi? Parce qu'ils veulent commencer à valoriser le Vatican, dans la mesure où le gouvernement italien comprend des communistes et en quelque sorte met en posture la démocratie chrétienne en revalorisant l'Église
On sait pourtant que le pape a joué un rôle bien ambigu ces derniers temps pendant la guerre. Northwestern Rome is the Vatican, historic and religious center, no longer hemmed in by Nazis. G.I. Joes visit the Holy City, storing up memories of this experience to relate to their grandchildren. Then, before 250,000 people in St. Peter's Square, Pope Pius XII welcomes the allies and gives thanks for Rome's deliverance. et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Everywhere, it's the same. The Americans march in and the attack. Love and kisses from a new Italian friend for a man of the fighting Fifth Army. Rome is free again and hails its American liberators. The first Axis capital has fallen. Berlin and Tokyo, now under bombs, are next. Rome is a milestone toward our global victory. Around the world, new allied global offensives. Attack from the Arctic to the equator. Awe-inspiring demonstrations of our strength in Italy, Russia, Burma, the South Pacific, the bomb-filled skies of Germany and Japan, and France, newest of the merging fronts. The drive against Cherbourg, where our armies spread in a relentless tide. The second phase of the invasion moves to climax fury. Attack in Italy. Advances of 25 miles a day where the soldiers of Generals Clark and Alexander smash a German army in disorganized retreat. Town after town is liberated. The 5th and 8th Armies push ahead to the north, smashing Kesselring's panzers. New blows from the Red Army. Russia on the attack. From the Kremlin, Stalin maps still more offensives as Russian troops drive to knock Finland out of the war. Offensive in every theater. Burma attack. Jungle battle at its worst as we fight tough weather and a powerful enemy. The capture of the key town of Kamang is announced by Lord Mountbatten. And from Vinegar Joe Stilwell comes word of other Burma victories. Saipan, surprise attack in the Marianas. Terrifying blows against the Japanese. Jap planes shot down in the greatest Pacific air battle since Midway. We swarm ashore, ready for one of the bitterest fights in the Battle of the Pacific, driving toward China's coast. And the blow that electrified the world. Attack on Yawata. Super blows by air against Japan, and Tokyo remembers the Doolittle raids of 2 years ago. News of the destruction of Yawata, heart of the Japanese steel industry. Latest target for our giant blockbusters. 15% of Japan's steel production knocked out by our new super fortresses. And here it is, the Boeing-designed B-29, now shown for the first time on the screen. These were the planes that struck the longest-ranged air raid in history, over 2,000 miles from secret bases in China. They carry more bombs farther and faster than any other plane in the world. From the ground to the tip of its tail, 27 feet, the height of a fighter plane's length. A wing spread of over 141 feet, as long as a 14-story building. Length, 98 feet, half as long as a city block. A plane for global war, built for global war, with speed and range to shrink the skyways of the world. This is the plane for new worldwide air offensives. Yes, on 6 global fronts, the battlefields are aflame. But the battle spotlight turns today on France. The Allied world watches with joy, the Axis world with gloom.
Slashing across Cherbourg Peninsula, we trapped 50,000 Nazis, threatening the vital Cherbourg port. Airborne assault continues to hit the Germans in unending waves. Vertical envelopment by paratroops, trained for 2 years for a job behind enemy lines that may take only a few hours. Glider troops by the thousands, too, swooping down by day and night, sometimes landing in unscheduled places. More war by air, strafing enemy communications and supply dumps. And planes that seem to use the new RAF rocket bombs. Watch them. Now the Nazi side. Generals von Rundstedt and Rommel, German High Command in France. They had elaborate plans against invasion, their vaunted Atlantic Wall built against the alarm of D-Day. In rehearsal, the Nazi plans were perfect. Every man knew exactly what to do to throw us back into the channel. 4 years of perfect rehearsal, 4 years of building. And in one day, their pillboxes began to look like this, blasted by naval and air bombardment. And the men who manned the wall, their perfect plans as shattered as their forts. Nazis who used to sing Sailing Against England, and who will sail there now as prisoners. The first American field hospital in France, and the miracle of surgery and new drugs that saved so many lives. And one Yank wounded and captured turns up for treatment after his escape. Then the first American Army nurses tend the wounds of the body and of the spirit. And the first cemetery in France for this war's American dead, for some of the 3,000 boys who died in the first 11 days of invasion. Their comrades come to do them honor, grim, sorrowing men who have lost buddies and close friends. Saint-Mère-Église, one more French town liberated than French villages are back in small numbers. Rid of the hated Nazi tyranny, they show the familiar smiling face of freedom. Candy for the kids and a new France for them to grow up in. D-Day +6 and more excitement at the beachhead. Churchill has arrived. Winnie wanted to come along on D-Day but was prevented. Still full of bulldog fight at 70, the Prime Minister thinks it may all be over this summer of 1944. General Dwight David Eisenhower, invasion big boss himself. Of his men's valor, he said, they lived up to highest expectations. General Marshall, too, who washes up behind the lines, and Ike in mopping up operations with a GI towel. Navy and Army chiefs among the invasion planners, along with Generals Hap Arnold and Omar Bradley. Today we slog across the flooded fields of France, American, British, and Canadians, in a new and crucial front of global war. And across the world, our allies fight for final common victory and peace. The United Nations on the march. Farmer by R. Schumann. Very nice, very happy too. Ah, the farmer himself. Only he doesn't look very happy. He looks worried, and he ought to. This year the war demands that an additional 19 million acres be planted in vitally needed war crops.
Our farmers are patriotic. They want to do this. But if you want to know why our farmer isn't happy, it's because he needs help. Since 1940, over 4 million persons have left agriculture to fight the war in other fields. For those of us who aren't fighting yet, this is vacation time. Some of us get all summer. Some of us get 2 weeks. Some 1 week. Some with pay, some without. You all want to serve. You all want to be able to tell the boys when they come home, I did everything I could. And you can. Every man, woman, boy, girl in this audience who isn't doing other essential war work. You can help weekends, or 1 or 2 days a week, a few hours in the afternoon, or your whole vacation. Healthy outdoor work, a change, something different, and you get paid for it at the prevailing local rates for the work you are best fitted to do. You don't have to have experience. Or if you want, you can get work in a food processing plant. Light, simple work, preparing fruits and vegetables for canning, just as you would in your own home. And here are some of your friends and your relatives who aren't getting any vacation this year either. And here are some who would rather not have this kind of vacation. But the command is forward everybody from 14 up. So help feed these men. To volunteer for farm work, see your county agent. To volunteer for work in a cannery, go to your nearest U.S. Employment Service office. Help those who grow food and those who can food. Food is ammunition in the fight for freedom. Raymond Ruffin, au moment où nous sommes, c'est-à-dire la semaine du 11 juin, les Allemands commencent à envoyer des renforts vers le front de Normandie, d'un peu partout. Et on sait qu'ils ont beaucoup de mal à y arriver, parce que les voies ferrantes ont été coupées par les cheminots, notamment, et puis les communications, comme vous l'avez expliqué, également par les postiers, etc. D'ailleurs, c'est un point qui mérite d'être abordé, parce qu'on ne s'est pas assez rendu compte que si les Américains et les Anglais ont pu si bien réussir, non pas tout de suite, dans quelques semaines, c'est parce qu'eux se servent essentiellement de jeeps. Alors que les Allemands se servaient de chemin de fer. Ils ne pouvaient pas avoir des voitures parce qu'ils n'avaient pas assez d'essence. Et du même coup, ce rôle de la résistance a été plus grand qu'on le croit. Pour autant que sans chemin de fer, les Allemands n'avaient plus que des chevaux. Alors que les Alliés, s'il n'y avait pas de chemin de fer, à la limite, on n'en avait pas besoin, puisqu'ils avaient cette immensité de jeeps. Donc, ce rôle doit être réévalué sous tous les angles. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. Mais maintenant, je vais vous poser une question. On a souvent parlé de la résistance, pas de ce que nous venons de dire, tellement, pour la Normandie, mais on évoquait plutôt le renseignement. Et ce renseignement a eu des effets extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Parce qu'il y a eu des exemples positifs, et puis des exemples, j'allais dire, négatifs, en ce sens que les Américains n'ont pas tenu compte des informations. Alors, donnez-nous un exemple ou deux et expliquez-nous pourquoi. Un des meilleurs exemples, je crois, c'est celui de l'information concernant l'arrivée dans la baie d'Evey, c'est-à-dire en face les plages du futur débarquement d'Omaha, de la 352e division d'infanterie allemande. Une division très aguerrie, très performante, où les Américains croient qu'il n'y a qu'en face d'eux des supplétifs russes peu motivés. Or, la résistance fait passer, c'est l'organisation civile et militaire, le mouvement de résistance, qui fait passer par ses informateurs à Londres, en mai, l'information sur laquelle la 352e est arrivée. Bon. Immédiatement, les Anglais réagissent. Et ils demandent, comme ils le faisaient souvent, au réseau de renseignement, en envoyant un questionnaire, de confirmer. C'est confirmé par un autre réseau. Donc, pour les Anglais, il n'y a plus de doute, la 352e DI, elle est bien là. Bon, ils transmettent immédiatement l'information aux Américains, directement concernés, puisque c'est sur leur plage, c'est à Omaha. Or, les Américains n'en tiennent aucun compte. On répondra plus tard pour s'excuser en disant « Oui, mais c'était à 8 jours du débarquement ou à 15 jours du débarquement. Il était trop tard pour revenir sur les plans qui étaient prévus. Et puis, à la limite, l'information pouvait apparaître comme douteuse. » Or, les Britanniques avaient, eux, pris soigneusement soin de faire noter toutes ces informations par leurs services. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a eu connaissance des câbles qui étaient passés. Oui. Et discrètement après, ils l'ont fait remarquer. Oui.
Je ne voudrais pas être désagréable avec les Américains qui nous ont quand même libérés, mais est-ce que ce n'est pas le début de la manifestation de ce qu'on a pu appeler l'arrogance des Américains? Oui, l'arrogance des Américains. Ils ne veulent plus rien connaître, il n'y a qu'eux qui savent tout. Qui leur fait refuser, par exemple, parce qu'ils sont pleins de suffisance, c'est vrai, ils refusent la fameuse ménagerie de Hobart, c'est-à-dire les engins blindés spéciaux pour déblayer les plages des obstacles qu'il y avait, et qui font merveille sur le côté anglais, sur le côté britannique. Eux, ils n'en ont pas. Il est certain que s'ils les avaient acceptés et qu'ils en aient eu à Omaha, ils n'auraient pas eu le massacre qu'ils ont eu sur les plages quand ce sont les malheureux sapeurs qui ont dû faire sauter tous les obstacles. Oui. Bon, ça, c'est une chose évidente. Et alors, grâce à ces renseignements, également, les renforts ont eu du mal à arriver. Ah oui, tout à fait. Alors, quelques exemples, je crois, vous en donnez dans votre livre. Oui, il y a plusieurs exemples. Il y a un cas, disons, assez marquant, c'est le cas de la Panzerlehr, qui va mettre, au lieu d'environ 8 heures pour venir de son poste qui est aux alentours de Nogent-le-Rotrou, pour venir se mettre sur le front de Caen, elle va mettre 2 jours et demi. Et puis c'est le cas aussi de la fameuse division d'Asreich, qui, déjà bloquée par la résistance des cheminots en Limousin et dans le centre et dans le Périgord, va arriver par seulement éléments épars sur le front normand, assez tardivement par rapport au débarquement, bien entendu, et qui va quand même causer des ravages, puisque c'est tout de même, on parlait des résistants des PTT de Saint-Lô, c'est quand même la division d'Asreich qui va arriver à les coincer dans un maquis qu'ils avaient monté et va tous les massacrer. Oui. Cette division d'Asreich, elle est tragiquement célèbre puisque c'est elle qui a